Comment je l'ai perçu, on va dire les choses, mal. Faut quand même pas non plus pousser le vice à quasiment nous accuser. Parce que ce qu'on a vécu dans la presse, et ce que je ne suis pas le seul, on est plusieurs, parce qu'il y a plusieurs cas comme ça au niveau de la France, on vit ça comme des accusations. On a vraiment l'impression d'être des empoisonneurs, alors que ce n'est pas le cas. C'est une maison isolée, cernée par les champs. Edmond Leduc vit ici depuis 37 ans. Une maison qu'il a choisie pour son grand jardin et son potager. Voici une petite tomate. Hop. Mais derrière ces rangées du mûrier, il y a les champs du voisin. Les jours de récolte, Edmond n'aurait qu'à tendre le bras pour cueillir un épi de maïs. Au fil des saisons, ce médecin à la retraite a vu les cultures s'intensifier, sans trop se poser de questions sur les produits utilisés dans les champs. Pendant tout un temps, c'est vrai que je ne me méfiais pas trop de ce qu'il y avait parce que je pensais qu'il n'y avait pas de dérive de produits phytosanitaires. À partir du moment où on a subi une pollution importante en 2014, c'est vrai que là, je me suis posé beaucoup de questions. Cette pollution, c'est un épandage, une pulvérisation de pesticides. Quand il y a un épandage, l'épandage se fait à 1 mètre des végétaux qui sont dans mon potager. 3 semaines après un traitement dans les champs alentours, Edmond Leduc et ses voisins assistent, impuissants, à la contamination de leur jardin. Les analyses, réalisées par un laboratoire privé, révèlent la présence de 8 herbicides et d'un fongicide. Je regarde le constat d'huissier qui a été effectué en 2014, où l'on voit parfaitement donc, le feuillage qui est ou jaune tout autour, ou en partie décoloré. Pendant 3 semaines, on a donc vécu dans une ambiance, un environnement qui était pollué sans qu'on le sache. Edmond Leduc décide alors de poursuivre en justice l'agriculteur responsable de cet épandage. En août 2018, quelques mois après avoir remporté son procès, il apprend qu'il souffre d'un lymphome, un cancer du sang. Je l'ai très mal vécu et c'est vrai que j'ai tout de suite fait la relation entre le lymphome et l'exposition aux pesticides qui avait eu lieu pendant des années. Pour cet ancien médecin, ce sont les pesticides qui sont la cause de son cancer. C'est plutôt un sentiment un peu de révolte. C'est une pollution qui est en plus invisible. Nous, on ne fume pas, on mange sainement et par ailleurs, effectivement, on est pollué. La famille entière est polluée par ces pesticides qui pénètrent partout dans l'environnement. Glyphosate, chlordécone, métamsodium, médicaments pour les plantes ou tueurs silencieux. Ces pesticides sont aujourd'hui sous haute surveillance. Des scientifiques et des associations alertent sur leurs effets toxiques pour l'environnement et notre santé. On est en train d'installer des poisons dont on espère qu'ils ne débordent pas trop de l'usage auquel on voudrait les réserver. Un pesticide, un herbicide, un fongicide, ça finit en cide, ça rime avec homicide et suicide, c'est fait pour tuer la vie. Partout en France, le nombre d'agriculteurs malades augmente. Premiers utilisateurs de ces produits chimiques, ils en sont aussi les premières victimes. Je dis, mais comment ça se fait qu'à peine 45 ans, on peut être atteint de maladies aussi dégénératives et invalidantes? Mais c'est très difficile à accepter. C'était une des conditions de la recherche d'un nouvel emploi, c'est de trouver un boulot où on n'utilise pas de produits chimiques, oui, ça c'est sûr. Moi je pense que j'ai eu ma dose, donc c'est pas pour qu'au boulot je continue à m'empoisonner. Air, eau, sol, alimentation, les pesticides sont omniprésents dans l'environnement et constituent une pollution diffuse, permanente. Quels sont les produits les plus susceptibles d'en contenir ? On a déjà analysé, nous, des raisins par le passé. On a trouvé jusqu'à 15 ou 16 résidus sur une seule grappe. Agriculteurs, riverains, simples consommateurs, sommes-nous tous en danger? À quel seuil les pesticides deviennent-ils nocifs pour la santé? Et suffit-il de se tourner vers le bio pour leur échapper?
Depuis l'annonce de son cancer, Edmond Leduc est parti en croisade contre les pesticides. À 30 km de chez lui, il retrouve Gérard Marouzet, un retraité qui l'a rejoint dans son combat. Lui aussi se dit victime de ces produits phytosanitaires. Ensemble, ils ont fondé un collectif. On attend les réponses. Tout à fait. Après, on confirme la salle et puis on verra bien. Hein. Gérard vit dans ce lotissement, les Pétunias, depuis plus de 30 ans. Un ensemble de maisons bordées par les champs. Aux Pétunias, Gérard connaît tous les riverains, mais il n'imaginait pas que certains étaient gravement malades. Il faut se garer, il faut... En promenant avec le chien, on me disait, bah tiens, une telle ou un tel a un cancer. Ah bon? Une telle, un tel, son chien est mort. Ah bon? Et petit à petit, c'est commencé à me rentrer dans la tête et je dis, j'ai fait le compte. J'ai fait le compte combien on avait effectivement. Alors je me dis, quand on est arrivé à 22% de malades et de décès, je me suis dit, il y a un truc, c'est pas possible. Dans les 27 maisons du lotissement, 12 riverains ont eu un cancer. 5 n'y ont pas survécu. La famille de Gérard a aussi été frappée par la maladie. Lui-même a été soigné pour un cancer de la prostate et son fils, âgé de 44 ans, pour un cancer des testicules. Pour les riverains, le lien entre ces cancers et l'exposition aux pesticides ne fait aucun doute. Pour faire entendre leur voix, ils ont alerté la presse et les pouvoirs publics. Oui, ça me met en colère. Ça me met en colère parce que je pense ça comme une injustice, parce qu'on est venu ici à la campagne pour passer notre vie tranquille, et puis c'est complètement l'inverse, quoi, hein. Donc on verra bien jusqu'où ça va nous emmener, ce collectif et cette aventure. Bon, mais il faudra bien qu'on éclaircisse et qu'on me dise ce qui a provoqué le problème ici au Pétunia. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que les riverains, en fait, on n'en parle pas. On estime qu'ils n'ont pas plus de risques que le reste de la population, alors que certaines études montrent qu'il y a effectivement une surreprésentation des pathologies cancéreuses, mais aussi neurodégénératives et endocriniennes chez les riverains. Les riverains des zones agricoles se posent tous la même question. Quel est l'impact des pesticides sur leur santé? Ces épandages qui inquiètent tant, il est aujourd'hui très difficile de les filmer. La question est devenue hautement sensible. Il a fallu parcourir la France pour trouver un homme qui accepte la présence de notre caméra. Dans le sud de la Bourgogne, les vignobles s'étendent à perte de vue. Nous avons rendez-vous avec un viticulteur. Il est 6 h du matin et il s'apprête à traiter ses vignes avec des produits phytosanitaires. Ce matin, c'est un traitement de mes parcelles de vignes contre le mildiou et l'odium. On traite parce qu'on est obligé pour protéger la récolte, sinon on sait bien qu'on s'en passerait largement, quoi. Masques, gants, lunettes et combinaisons intégrales. Ces produits ne peuvent plus être utilisés sans protection. Depuis 2011, il faut même obtenir un certificat pour les manipuler. On a une formation, ça dure 2 jours, où on apprend justement à se protéger, toutes les choses réglementaires qu'il faut faire, la protection, la manière de remplir aussi, les rinçages des bidons. Hein, c'est obligatoire, on doit rincer 3 fois le bidon. Et après, donc, on les met dans des sacs qui sont là-bas, pour les ramener où on les a achetés, quoi. Bon, donc on y va? Vous me suivez? Nous sommes en plein mois de juillet. Pour Marc Sangois, c'est le moment critique. Dans 2 mois, ce seront les vendanges. Les raisins sont encore verts et donc très vulnérables, notamment aux champignons comme le mildiou, l'oïdium. Seul dans sa cabine, Marc va épandre 200 litres de fongicides sur ses 8 hectares de vignes. Au-delà d'un certain seuil, ces pesticides peuvent devenir toxiques pour l'homme. Actuellement, une seule mesure est censée protéger les riverains, l'interdiction des épandages les jours de vent.
pour préserver l'entente avec ses voisins, Marc les prévient par SMS avant chaque traitement. On est tout à fait conscient de l'inquiétude des riverains. On est très, très heureux de pouvoir leur expliquer notre métier et pourquoi on fait ça. On ne cache rien, comme ça c'est clair. Et ça permet de satisfaire le vivre ensemble. On peut vivre à la campagne, à côté des vignes, sans inquiétude pour la santé. Voilà, c'est important pour tout le monde. À en croire ce viticulteur, un usage maîtrisé des pesticides serait donc sans danger pour la santé. Qu'en est-il vraiment? Pour le savoir, il faut commencer par définir ce qui se cache derrière le mot pesticide. Il en existe 3 grandes familles qui ont toutes le même objectif: détruire les nuisibles qui menacent les cultures. Les insecticides s'attaquent aux insectes et à leurs larves. Les fongicides détruisent les champignons parasites. Enfin, les herbicides éliminent ou freinent la croissance des mauvaises herbes. Des cibles précises, mais l'usage de ces armes chimiques n'est jamais neutre. C'est toute la difficulté de manipuler des molécules qui ont un effet, sinon on ne les utiliserait pas. Et cet effet, il est même dangereux a priori, puisqu'en fait leur objectif c'est de juguler des épidémies, donc de tuer des organismes. Donc en fait on est en train d'installer des poisons dont on espère qu'ils ne débordent pas trop de l'usage auquel on voudrait les réserver. Évidemment, le monde parfait serait le produit qui ne tue que la cible et disparaît immédiatement de l'environnement. En fait, ce produit-là n'existe sans doute pas. En plus de leur persistance dans l'environnement, l'autre problème des pesticides, c'est leur nombre. Il en existe plus de 1200. Des substances d'origine naturelle ou de synthèse, avec des modes d'action très variés. Pour nous aider à nous repérer dans cette jungle, nous avons fait appel à un toxicologue. Et il faut un très grand tableau pour avoir une vision d'ensemble. Moi, je m'étais jamais représenté cette somme visuellement. C'est une liste avec les noms de tous les pesticides qui sont référencés. Et associé à cette liste de pesticides, à ces noms, vous avez le fait qu'ils soient ou non approuvés actuellement sur le territoire. En rouge sont listés les pesticides retirés du marché, comme le lindane. Le lindane, par exemple, oui, effectivement, il est ici. C'est un organochloré qui a été très utilisé dans les années 60, 70, qui a été utilisé dans les antipoux et qui est une molécule qui, effectivement, n'est plus utilisée parce qu'on a démontré depuis que sur le long terme, elle pouvait provoquer des toxicités. Autre problème, ces molécules sont très souvent mélangées à des adjuvants pour renforcer l'efficacité du produit. Un pesticide, lorsqu'il est vendu dans ce qu'on appelle une formulation. C'est-à-dire, quand vous l'achetez, il est dans une solution. Et donc, le pesticide ne correspond pas à 100% de la solution. Et donc, tout ce qui va être adjuvant, on va dire, eh bien, font qu'on va avoir, à partir d'un pesticide, la possibilité d'avoir X formulations. Et on a 1000 pesticides, on a à peu près 10 000 formulations possiblement vendues. Impossible aujourd'hui de connaître l'impact de chacune de ces 10 000 formulations sur l'homme. Et encore moins lorsque ces molécules interagissent entre elles. Retour au Pétunia, dans le nord de la France. L'Agence régionale de santé, l'ARS, a rendu son verdict. Le nombre de cancers sur la commune est normal par rapport au reste de la région. Mais Gérard Marouzet n'a pas abandonné. Il veut des réponses. C'est pour lui un jour important. Pour la première fois, il va rencontrer l'agriculteur qui épand les pesticides près de son lotissement. C'est Rose, bonjour. C'est Marouzet, bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, ravi de vous rencontrer. Oui, moi de même. Bon, il fallait qu'on se parle. Hein, oui. Bon, il y a eu des échanges dans la presse et ça. Bon, on n'a pas des différends. Entre les deux hommes, la tension est palpable. Moi, je ne sais pas comment vous avez perçu, moi, avec mes trucs dans la presse. Comment je l'ai perçu, on va dire les choses, mal. Faut quand même pas non plus pousser le vice à quasiment nous accuser. Parce que ce qu'on a vécu dans la presse, et ce que je ne suis pas le seul, on est plusieurs, parce qu'il y a plusieurs cas comme ça au niveau de la France,
on vit ça comme des accusations. On a vraiment l'impression d'être des empoisonneurs, alors que ce n'est pas le cas. Moi, tout ce que j'ai toujours exigé de la préfecture, de l'ARS, c'est effectivement d'avoir des analyses et qu'on nous dise exactement de quoi il retourne. Parce que moi, je constate, il y a des données scientifiques qui sont recoupées sur toute la France, qui sont recoupées sur l'Europe, et qui prouvent que certains produits, certaines molécules se trouvant dans les produits, même à très faible dilution, sont nocifs pour la santé. J'aime autant dire que les produits phyto, c'est des produits phyto et ce n'est pas des pesticides. Parce que des pesticides, c'est déjà un parti pris. C'est péjoratif, c'est du négatif. Les médicaments, quand le médecin vous en prescrit, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bon pour vous. Et bien là, ce qu'on épanche sur les champs, c'est des médicaments pour les plantes. Nous, on voit absolument pas... Médicaments pour les plantes ou produits toxiques. On n'a pas de preuves scientifiques. Entre des agriculteurs accusés de tous les maux et des riverains en quête de réponse, le fossé ne cesse de se creuser. Comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut remonter 70 ans en arrière. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que la France est exsangue, une nouvelle bataille commence, celle de la production alimentaire. Les agriculteurs doivent nourrir les Français et les rendements agricoles augmenter sans cesse. Protéger les cultures, c'est préserver les récoltes. Dans cette lutte contre les insectes, les pesticides sont l'arme principale des agriculteurs. Pour les paysans, l'utilisation massive des pesticides s'impose comme une évidence. La révolution chimique est en marche. L'estéron 44 est une formule à base de 2,4-D utile pour la destruction des broussailles ligneuses, mais qui peut convenir pour plusieurs cultures. L'agriculture s'industrialise, le recours aux pesticides devient la norme. L'objectif pour la France est désormais d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Grâce à la mécanisation et des pesticides, dans les années 70, la France produit plus qu'elle ne consomme. Le pari est réussi, mais à quel prix? Julien Guillard rêvait d'être agriculteur et paysagiste. Après 10 ans de pratique, sa vie bascule à l'annonce d'un cancer à seulement 33 ans. J'avais un petit garçon qui à cette époque-là avait 3 ans. Et puis ma compagne qui était enceinte de 7 mois. Donc là, ça a été une sacrée histoire. Au mois de février, j'ai une gastro. Un truc tout bête et ça m'oblige à aller chez le médecin. Donc elle m'ausculte et je ne peux pas m'allonger sur la table. Elle trouve ça suspect. Et là, je mets le doigt dans l'engrenage. C'est les radios, les scanners, pour m'annoncer que j'avais un lymphome non-hodgkinien, un cancer du sang. Dès l'annonce de sa maladie, Julien fait le lien avec son ancien métier. Pendant plus de 10 ans, il a manipulé des pesticides sans aucune protection. C'était très naturel de remplir le pulvé à main nue et de le laver après en mettant la tête dedans et de souffler dans les bus quand ça a été bouché. Non, toutes les mauvaises pratiques m'ont été enseignées à ce moment-là. Ouais. Et mon pulvé, il était formidable aussi parce qu'il fuyait et donc ça me permettait d'avoir le t-shirt totalement imbibé de produits. Mais c'est surtout que c'était frais dans le dos. Et à ce moment-là, j'avais aucune idée que je me mettais vraiment en danger. Aujourd'hui, Julien a fui les champs chargés de pesticides. Il est employé par la ville de Nantes à l'entretien des espaces verts. Et quand il débroussaille, c'est sans herbicide. C'était une des conditions de la recherche d'un nouvel emploi, c'est de trouver un boulot où on n'utilise pas de produits chimiques, oui, ça c'est sûr. Moi je pense que j'ai eu ma dose. Donc c'est pas pour qu'au boulot, je continue à m'empoisonner. Le cancer de Julien a été reconnu comme maladie professionnelle par la Mutualité sociale agricole. Le docteur Sado Lebouvier est hématologue. Monsieur Guillard. C'est elle qui lui avait annoncé la mauvaise nouvelle il y a 3 ans. Scanner, prise de sang et auscultation. Tous les 6 mois, l'ancien agriculteur doit se soumettre à un bilan complet. Allez-y, installez-vous. Julien est aujourd'hui en rémission.
Alors comment allez-vous? Bah ça va. Ça va? Ça va. Ça va. Racontez-moi un petit peu, on s'était vus en fin d'année dernière. Au mois d'octobre. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des petits soucis de santé? Comment s'est passé l'hiver? L'hiver, nickel. Et puis, bon, c'est pas que j'avais pas envie de vous voir. Hein, mais j'espère. Mais ouais, j'avais un peu d'appréhension, là. J'ai pas spécialement... Est-ce qu'il y avait quelque chose qui allait pas? Non, mais c'est vrai que j'avais pas envie. Je me suis dit, oh, je sais pas. De toute façon, tout va bien, les résultats. Tout va bien, bah, le scanner est parfait. Bah, ouais. Ouais. Mais non, c'est cette anxiété de peut-être... Ouais. Difficile parfois pour Julien de revenir à l'hôpital. Il y a cette crainte de la récidive. L'objectif, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de ganglion, mais tout va bien, c'est impeccable. Sous les bras. Le lien entre son cancer et les pesticides, c'est le docteur Sadelot-Bouvier qui l'a établi. On sait que les lymphomes sont des maladies qui peuvent être favorisées par des problèmes du système immunitaire, par certains virus ou bactéries. Mais on sait aussi que maintenant, c'est quelque chose qui peut être favorisé par les pesticides. Et le fait qu'il ait travaillé dans l'agriculture m'a fait penser qu'il pouvait y avoir un lien entre les pesticides et son lymphome. Et bien, passez de bonnes vacances. Merci beaucoup. Profitez bien de votre été. Merci. Ce matin, Julien peut repartir l'esprit tranquille. Il n'a aucun signe de récidive, mais son cas est loin d'être unique. 161 cancers du sang ont été reconnus comme maladies professionnelles chez les agriculteurs ayant développé cette pathologie. Ce chiffre serait largement sous-estimé. De nombreux agriculteurs refusent de faire le lien entre leur maladie et l'exposition aux pesticides. Moi, j'ai beaucoup de patients agriculteurs parce qu'on est dans une région de maraîchage et de viticulture. La viticulture utilise énormément de produits phytosanitaires. Moi, ce que je constate plutôt, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients, mais il y a surtout des patients plus jeunes. Et c'est un petit peu ça qui alerte les professionnels de santé à l'heure actuelle. C'est que des maladies qu'on voyait plutôt à 60-70 ans apparaissent maintenant à 40, 50, voire 30 ans. Il y a beaucoup d'études d'épidémiologie qui sont en cours, justement, pour essayer de comprendre ce phénomène, non seulement d'augmentation des cas, mais de rajeunissement des cas. Premiers utilisateurs de ces produits chimiques, les agriculteurs en sont aussi les premières victimes. En 2013, l'INSERM publie un rapport alarmant sur les effets des pesticides sur la santé. Pour la première fois, les chercheurs ont analysé toute la littérature scientifique internationale publiée au cours des 30 dernières années. Ils concluent qu'il existe un lien probable entre exposition professionnelle à des pesticides et certaines pathologies chez l'adulte. Ce qui ressortait, c'est la relation entre un certain nombre de pathologies et les pesticides. Par exemple, pour les cancers, le lymphome non-Hodgkinien, donc qui sortait assez haut, le cancer de la prostate, et puis ensuite on a d'autres types de cancers, mais avec moins de poids d'épreuve. Et puis pour ce qui est des maladies neurodégénératives, il y a la maladie de Parkinson qui ressortait en premier, et dans une moindre mesure, par exemple, la maladie d'Alzheimer et un certain nombre d'autres pathologies dégénératives. Et vous n'allez que... Ce qui m'intéresse, moi, je ne me mets pas au milieu, c'est que vous alliez en bas. Et là, vous serrez... Les gestes les plus simples sont devenus difficiles. Mais ça va, vos épaules en ce moment. À 48 ans, Sylvie souffre de la maladie de Parkinson. Voilà, ce que je veux pas, c'est que vous alliez en arrière, ça sert à rien. Vous tendez les coudes vers le bas. Depuis 2 ans, Sylvie vient ici dénouer ce corps qui s'enraidit peu à peu. Pendant 25 ans, elle a été salariée viticole dans le Médoc. Ces vignes qu'elle aimait tant, elle peut à peine s'en approcher. Je rentre plus dans les parcelles de vignes. Je marche, mais je ne m'expose plus aux produits. Bon, il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de pulvérisation, voilà, mais je suis toujours sur le qui-vive, entre guillemets. Brûlures, vertiges, maux de tête. Pendant des années, des symptômes se manifestent après chaque épandage. Jusqu'à ce jour de juin 2012, où Sylvie fait son plus grave malaise. En relevant la vigne, il y avait énormément de rosée ce matin-là. Donc quand on remonte, automatiquement, on s'éclabousse le visage, les mains. Et comme il y avait eu 2 épandages dans la semaine,
Comme les températures sont montées quand même assez vite, l'évaporation a fait que on a ressenti, enfin j'ai ressenti des brûlures au visage, la bouche qui brûlait, et puis l'estomac, les yeux qui pleuraient. Voilà. Donc ce sont des symptômes, comme on appelle ça, une intoxication aiguë. Et puis la fatigue s'est installée. La fatigue et les douleurs l'empêchent régulièrement de travailler. Des examens médicaux approfondis vont alors révéler que Sylvie a développé une forme très précoce de la maladie de Parkinson. Je me dis, mais comment ça se fait qu'à peine 45 ans, on peut être atteint de maladies aussi dégénératives et invalidantes. Mais c'est très difficile à accepter. Une des explications serait en effet que les viticulteurs sont des travailleurs très exposés aux insecticides et aux fongicides. Donc ce qu'on observe effectivement, c'est que les agriculteurs ont un risque de maladie de Parkinson augmenté par rapport à la population générale de l'ordre de 10%. Avec son équipe, le docteur Elbaz a réussi à démontrer le lien entre l'exposition à certains pesticides et cette maladie neurodégénérative. Les pesticides qui ont été incriminés sont plutôt des pesticides qui peuvent pénétrer dans le cerveau et entraîner un dysfonctionnement des neurones dopaminergiques. Ces neurones vont fabriquer et libérer un message chimique dans le cerveau, la dopamine. Sans elle, il devient impossible de contrôler les mouvements du corps. Tout type de molécule qui peut provoquer un stress oxydant dans ces cellules, comme certains types de pesticides, sont très suspectés de provoquer la mort de ces cellules. Et qui dit mort de ces cellules dit ensuite que ces personnes vont développer la maladie et avoir des problèmes de coordination. Si les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides, qu'en est-il pour nous, consommateurs? Car ces produits chimiques ont contaminé notre alimentation. Carottes, jus d'orange, pain. Chaque jour, sans le savoir, nous sommes en contact avec des dizaines de pesticides différents. Est-ce la dose qui fait le poison? Et quels sont les effets à long terme de cette contamination? Bonjour. C'est Marius. D'accord. Tu fais un premier jet, tu fais un premier pipi, et après, une fois que tu as fait ce premier jet, tu remplis le tube. D'accord? Je t'attends là? Vas-y, champion. Tout de suite. Il est 6 h du matin, au cœur de la Vendée. Cette salle des fêtes, où l'on célèbre d'ordinaire les mariages et les anniversaires, est aujourd'hui le théâtre d'un étrange ballet. Certains semblent même être tombés du lit. À tour de rôle, ils vont uriner en petite tenue dans ces tubes, sous le contrôle d'un huissier. Non, pas de serviette. D'accord. Si la scène a des airs de contrôle antidopage, ici, les participants sont tous volontaires. 24. La Dordogne. Et ce qu'ils recherchent dans leurs urines, c'est la présence de l'herbicide le plus controversé, le glyphosate. 100% de chance que j'en ai, c'est sûr. Par l'eau du robinet, par l'air qu'on respire, par l'alimentation. C'est sûr que de toute façon, je pense qu'un essentiel de la population est déjà contaminé au glyphosate. Ouais. Ce matin, ils sont 56, hommes et femmes de tous âges, venus ici pour connaître leur niveau d'exposition. Ce questionnaire permet d'en savoir plus sur leur mode de vie. Où est-ce qu'on habite, dans quel genre d'endroit, ville, village, campagne, zone arrosée de pesticides ou pas? Est-ce qu'on mange bio? Est-ce qu'on boit de l'alcool? Est-ce qu'on fume? Ces derniers mois, ceux qu'on surnomme les pisseurs volontaires ont multiplié les opérations de ce genre partout en France. Depuis le début de leur campagne en 2018, plus de 5600 prélèvements ont été réalisés, avec un objectif, prouver que cette contamination au glyphosate n'épargne plus personne. On utilise beaucoup trop de pesticides. Et un pesticide, un herbicide, un fongicide, bah, ça finit en cide, ça rime avec homicide et suicide. C'est fait pour tuer la vie. Donc nous, on veut pas de ça. Moi, je veux pas de ça dans ma chaîne alimentaire, dans mon assiette. Je veux pas de ça dans ni dans mes urines. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah bah c'est super, ça filtre bien ». Bah non. Si mon corps filtre un herbicide, c'est qu'il y a un problème. Il devrait pas être là. Si les pisseurs volontaires ont choisi de s'attaquer au glyphosate, c'est parce que ce pesticide est devenu un emblème. Depuis 50 ans,
Le Roundup, star des herbicides créés par la firme Monsanto, a été massivement utilisé par les agriculteurs et les jardiniers du monde entier. Roundup, au prix où il est maintenant, je m'en sers partout, même autour de la ferme. C'est vraiment bien. Roundup de Monsanto. Ensemble, défendons votre terre. Le glyphosate, le principe actif de la plupart des herbicides, est au cœur d'une controverse mondiale. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, agence spécialisée de l'OMS, classe la molécule comme cancérogène probable pour l'homme. En France, depuis le 1er janvier 2019, le glyphosate est interdit à la vente, mais seulement pour les jardiniers amateurs. Les agriculteurs, eux, peuvent continuer de l'utiliser. En fait, l'idée de se retrouver pour l'annonce des résultats pourrait être également de faire un temps médiatique. Partout en France, les pisseurs volontaires portent aujourd'hui l'affaire devant les tribunaux. Ils déposent plainte massivement pour mise en danger de la vie d'autrui. Aujourd'hui, effectivement, les gens en ont marre. Marre de la manipulation, marre qu'on nous prenne pour des cons, des moutons. On a toujours des fausses excuses pour retarder les interdictions des pesticides. 3 semaines après les prélèvements, les résultats sont tombés. Sur les 56 participants vendéens, tous, sans exception, ont retrouvé des traces de glyphosate dans leurs urines, en moyenne 1,13 microgrammes par litre. Que signifie ce chiffre? Pour le savoir, il faut déjà comprendre ce qui est calculé. Ce que l'on recherche dans l'urine des participants, ce n'est pas la dose de glyphosate ingérée chaque jour, mais sa persistance dans l'organisme. En France, pour qu'une eau potable soit dite de bonne qualité, on ne doit pas dépasser plus de 0,1 microgramme de pesticides par litre d'eau. Les pisseurs volontaires sont donc au-dessus. Mais le seuil considéré comme toxique est de 900 microgrammes par litre, soit presque 800 fois plus que le taux de glyphosate chez les volontaires. Certes, c'est inquiétant d'avoir du glyphosate dans les urines, mais moi j'en ai, comme toute personne de la population en a, parce que l'exposition est très importante. Et la question donc de la toxicité se pose. Mais par rapport à celles qui sont définies à l'heure actuelle, clairement, les limites, les concentrations qu'on a dans nos urines sont très inférieures à ce qu'on peut prédire pour conduire à une toxicité de ce glyphosate, de ce qui est connu. On connaît aujourd'hui le taux quotidien à ne pas dépasser. L'inconnu, en revanche, c'est l'effet d'une exposition au glyphosate à long terme. Que se passe-t-il dans notre corps quand il est contaminé à faible dose, mais à l'échelle d'une vie? Même si on dit qu'on est capable de transformer une substance et de l'éliminer, malgré tout, être exposé à ces substances de manière très prolongée peut provoquer des problèmes à l'intérieur d'un organisme et, in fine, finalement produire un certain danger sur l'organisme. Beaucoup de suspicions, mais pas encore de preuves. Partout dans le monde, des équipes cherchent à évaluer l'effet de l'exposition à long terme du glyphosate sur notre organisme. L'inquiétude provient du fait qu'il est très utilisé, même si on n'est pas encore sûr de l'importance ou de la gradation de sa toxicité. Mais il existe d'autres substances, notamment d'autres pesticides, qui peuvent aussi avoir une toxicité parfois plus claire, plus nette que celle du glyphosate. Depuis des années, le débat s'est cristallisé autour du glyphosate, faisant presque oublier qu'il existe des centaines de produits phytosanitaires dont les résidus peuvent être présents dans nos assiettes. Le glyphosate serait-il devenu le pesticide qui cache la forêt? À Paris, nous avons rendez-vous avec François Veyrette de l'association Génération Future. Il y a quelques mois, cette association a publié un rapport sur les résidus de pesticides dans les fruits et les légumes issus de l'agriculture conventionnelle. Il sera notre guide dans ce marché parisien. Ceux dans lesquels on retrouve le plus fréquemment des pesticides, il y a le raisin, les pêches, voilà, les fraises également, on en retrouve très fréquemment, la tomate ou le haricot vert. Quels sont les aliments les plus susceptibles de contenir des résidus de pesticides dans les produits issus de l'agriculture conventionnelle? Les résultats de plus de 13 000 analyses ont révélé plusieurs surprises. Du côté des très bons élèves, on retrouve le maïs et les asperges. Moins de 2% des échantillons analysés contenaient des résidus de pesticides. Il y a ensuite les potirons, brocolis, kiwis et avocats, avec moins de 30% des échantillons contaminés.
Le plus grand risque d'être exposé, c'est en mangeant des cerises, du céleri branche, des raisins et certains agrumes comme les clémentines, dont 88% des échantillons analysés contenaient des résidus de pesticides. Dans ces conditions, comment limiter le risque d'exposition? Laver les produits est nécessaire, mais ça n'est pas une garantie. Si vous pelez la pomme de terre et qu'en plus vous la faites bouillir le temps qu'il faut, une demi-heure, bah vous allez évacuer une partie plus importante des produits. Si vous prenez par exemple un raisin, vous n'allez pas peler le grain de raisin. Voilà. Donc là, par contre, vous avez tout ce qui est sur la peau. Et le lavage ne suffit pas à enlever tout, bien sûr. Ça enlève une petite partie, plus ou moins importante. Là, on a des traitements à base de produits chimiques de synthèse qui peuvent être très nombreux. On a déjà analysé, nous, en tant qu'association Génération Future des raisins par le passé, on a trouvé jusqu'à 15 ou 16 résidus sur une seule grappe. 16 résidus de pesticides. Pour chacun d'entre eux, il y a une quantité à ne pas dépasser. C'est la dose journalière admissible. Chaque jour, nous pouvons donc absorber une quantité définie de pesticides sans que cela n'ait a priori d'impact sur notre santé. Mais ça, c'est la théorie. Si vous prenez une tomate en entrée, après des pommes de terre et des fruits ici, bah, votre organisme, lui, il va subir ces doses sans doute faibles de pesticides, mais il va additionner toutes ces doses-là. Ça va faire un cocktail de résidus à faible dose, dont on commence à voir par différentes études scientifiques que ça va augmenter les effets des doses prises isolément. On connaît la toxicité des pesticides séparément. Mais quand on les accumule dans notre organisme, que se passe-t-il? Cet effet cocktail, personne ne sait vraiment l'évaluer. Alors que pour beaucoup, c'est une bombe à retardement. Il est très difficile de modéliser expérimentalement la véritable exposition que nous subissons. L'exposition réelle, c'est à bas bruit, donc de très faibles doses, mais beaucoup de substances en même temps et sur des temps extrêmement longs. Donc, dans les études toxicologiques, on fait ce qu'on peut pour modéliser, mais on ne modélise pas de manière parfaite. À Toulouse, à l'INRA, une équipe de chercheurs est en passe de relever le défi. Cela fait plus de 10 ans que Laurence Gamay-Perastre travaille sur l'effet cocktail. Pour rendre compte de cet effet chez l'homme, elle a trouvé le moyen de transposer pour la souris notre ration quotidienne de pesticides. Pour mimer l'exposition du consommateur, on a incorporé nos pesticides, qui sont ici, les 6 pesticides, on les a incorporés dans les aliments des rongeurs, pour que ces rongeurs soient exposés de la même façon que nous. Donc c'était important pour nous de mimer la consommation alimentaire. Pour chacun de ces pesticides, il existe une dose journalière admissible. Les chercheurs ont respecté cette dose dans l'alimentation des souris mâles. 2 groupes ont été constitués. D'un côté, les rongeurs nourris avec des aliments aux pesticides, de l'autre, avec des aliments sans pesticides. Et après 6 mois de ce régime, voilà le résultat. Après 6 mois de traitement, on est à peu près ici, on voit que les animaux exposés présentent un surpoids qui est significatif par rapport aux animaux non exposés. Ce surpoids se maintient tout au long de l'expérience et à la fin de l'exposition qui a duré 1 an, le gain de poids des animaux exposés est le double du gain de poids des animaux non exposés. Ce qui signifie que lorsque les souris non exposées aux pesticides prennent 1 gramme, les souris exposées en prennent 2. Leur foie et leur pancréas ont subi des changements. Ces modifications de poids corporel associées donc à ces modifications de tolérance au glucose sont des marqueurs de la mise en place d'un diabète. L'effet cocktail des pesticides a rendu les souris diabétiques. Qu'en est-il de l'homme? Voilà, Il existe de fortes suspicions que l'expérience soit transposable chez nous, les humains. Mettre en évidence cet impact directement sur le métabolisme, bon, donc c'est chez l'animal, hein, mais c'est important, c'est une preuve montrant que les pesticides peuvent jouer un rôle dans ces pathologies-là. Cette étude est la première du genre, la première au monde à démontrer l'impact de l'effet cocktail sur les rongeurs. Le grand paradoxe de ces produits chimiques que nous retrouvons dans notre organisme, c'est qu'il est impossible de les étudier directement sur l'homme,
à cause de leur toxicité justement. Ce qui fait que de très nombreuses molécules considérées comme inoffensives à leur époque se sont avérées dangereuses pour l'humain. Le DDT, l'atrazine, le chlordécone. Comment ces pesticides ont-ils été autorisés? Dans cet hôtel particulier se trouve le siège de la très puissante Union des industries de la protection des plantes. Ces entreprises sont les plus gros producteurs de produits phytosanitaires. Leur chiffre d'affaires est colossal, 49 milliards d'euros dans le monde. C'est à ces industriels de prouver l'efficacité de leurs molécules, mais aussi de leur absence de danger pour l'homme. Entre le moment où on a décelé une propriété en laboratoire et le moment où le produit sort sur le marché, utilisable par l'agriculteur, c'est en moyenne 12 ans de recherche. C'est 200 millions d'euros pour des substances actives, et après s'ajoutent les aspects formulants et ainsi de suite. Et ensuite, les produits ne sont mis sur le marché, et c'est justement la sécurité qui est apportée par cette autorisation de mise sur le marché qui est validée par les autorités sanitaires, et donc ça tient en compte tous ces éléments-là. Comme pour les médicaments, ce sont les agences sanitaires nationales qui délivrent leur autorisation de mise sur le marché des pesticides. On s'appuie sur une série de données, en particulier des études qui sont réalisées chez des animaux, des rats, pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 2 ans, pour établir la toxicité aiguë, chronique, la génotoxicité et aussi la cancérogénicité. Donc voilà, donc c'est vraiment une évaluation en 3 étapes. Le danger, l'exposition et enfin, y a-t-il un risque, acceptable ou non, pour l'homme, l'animal, mais aussi l'environnement. Est-il raisonnable de se fier aux seuls résultats des industriels? Leurs études sont-elles suffisantes? En France, sur les 50 dernières années, plus de 600 molécules ont été interdites, soit plus d'un pesticide sur 2. Comment est-ce qu'une molécule finit par être interdite? Parce qu'il y a un suivi et parce qu'il y a des recherches qui sont menées. Comme ça a été le cas pour les organochlorés. Ça a été mis sur le marché, ça avait été testé toxicologiquement, plus ou moins bien que maintenant, puisque maintenant on a plein d'outils pour faire ces études de prédiction. Plus ces outils seront développés, plus on arrivera à prédire peut-être rapidement la toxicité de ces molécules. Faut-il alors continuer à mettre sur le marché des molécules qui pourraient s'avérer toxiques dans le futur? Partout, le vent est en train de tourner. Militants, chercheurs, mais aussi institutions, beaucoup se prononcent pour un changement radical. Les systèmes qui dépendent des pesticides, potentiellement, ne sont pas durables. Et donc, c'est un choix assez fondamental d'agriculture qu'il faut repenser, avec peut-être délivrer les pesticides sur ordonnance comme des médicaments. Il faut vraiment s'engager sur donner les moyens d'une réduction drastique de l'usage des pesticides pour ne plus exposer potentiellement nos citoyens de la façon dont ils sont exposés aujourd'hui. Des intentions louables, mais qui restent éloignées de la réalité des agriculteurs sur le terrain. Après des années à utiliser des pesticides pour augmenter leur rendement, est-il seulement possible de faire machine arrière? Dire qu'on fera du zéro phyto, c'est impossible, sinon on ne récoltera rien. Ou alors on récoltera des productions malades, contaminées par toutes sortes de champignons ou de mauvaises herbes, qui rendront nos cultures inconsommables. Sera-t-il un jour possible de produire des aliments débarrassés de tout pesticide? Sommes-nous allés si loin qu'aucun retour n'est possible? En France, de plus en plus de consommateurs bannissent l'agriculture conventionnelle de leurs assiettes et veulent à tout prix se libérer des pesticides. Mordre à pleines dents dans une baguette croustillante, déguster une tomate sans craindre d'être contaminé, la solution passerait donc par l'agriculture biologique. Mais le bio est-il aussi vertueux qu'on le pense? Ah, le pâtisson, bah oui. Ça a le goût du fond d'artichaut. Alors ça, vous les farcissez avec des petits champignons. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un peu sucré, ça. Ouais, c'est doux, c'est comme... Au stand de Véronique, sur le marché Popincourt à Paris, on s'échange les bonnes recettes, avec des produits bio, bien entendu. Personnellement, j'ai fait ce choix il y a déjà de nombreuses années. Je m'en porte très bien. Regardez ici, vous avez des herbes fraîches. On sait que, par exemple, en chimique, ça va faire partie des végétaux qui contiennent le plus fréquemment des résidus de pesticides. Donc là, vous avez une garantie que vous n'avez pas de produits chimiques de synthèse dessus.
Et ça vaut vraiment le coup. En plus, il y a un maximum de goût. Est-ce que c'est bon, ça? C'est bon, hein? C'est là qu'on doit faire la différence, le bio. On ramène des produits anciens, remis au goût du jour. Ouais. Ça peut faire avancer le style. Ces produits, même s'ils sont plus chers que les aliments conventionnels, partent comme des petits pains. Il faut dire que Véronique sait bien les vendre. À l'écouter, les produits bio auraient tous les bienfaits du monde. C'est vrai, c'est beaucoup plus digeste. On en mange moins, parce que c'est moins chargé en eau. Donc ça nourrit plus. C'est tout en chair, ça se mange tout seul, quoi. Une salade, vous la gardez une semaine. Au revoir, merci. Merci. Les produits bio sont-ils si vertueux? Le marché du bio a pris une telle ampleur ces dernières années qu'il est devenu difficile de s'y retrouver. Le magazine 60 millions de consommateurs a enquêté sur cette nouvelle forme d'agro-industrie. 130 aliments biologiques ont été passés au crible, tous produits et marques confondues. Principal motif de satisfaction, aucun des produits ne contenait des résidus de pesticides au-delà des seuils autorisés. Sont-ils pour autant bons pour notre santé ? Avec une alimentation bio, on est moins exposé aux pesticides, évidemment, parce qu'il y a une utilisation restreinte des pesticides. Il n'empêche que, d'un point de vue nutritionnel, par exemple pour les gâteaux bio, ces derniers se révélaient souvent plus sucrés que les gâteaux conventionnels, parce qu'en bio, on va utiliser des farines complètes, et ces farines complètes ont souvent la propriété d'être très amères. Et donc, pour masquer l'amertume, les industriels vont avoir tendance à sucrer davantage ou à rajouter davantage de graisse. Mais l'argument zéro pesticide reste un atout de poids pour convaincre les consommateurs. Les ventes de produits bio progressent de 14% chaque année depuis 5 ans. Pour tenir la cadence, l'agriculture biologique s'est largement industrialisée et a pu tomber dans les travers qu'elle dénonçait. Parcelles gigantesques et monoculture. Mais le bio, avant d'être un nouvel Eldorado pour les industriels, reste un état d'esprit et pour certains un combat. Le retrait des pesticides doit avant tout favoriser le retour de la biodiversité. Bien loin des cultures intensives, ces élèves de CP retrouvent leur petit potager bio. C'est la rentrée des classes. Cela fait 2 mois que les enfants n'ont pas vu leurs précieux légumes. Viens voir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du raisin. Regarde. Ici, aucun pesticide, tout est bio. On avait planté des patates, on avait planté des citrouilles. Regarde, j'ai trouvé une tomate, Héloïse. Ah oui. On met pas de produits, du coup, ils sont très bons et on peut les manger. C'est pas bien les produits chimiques parce que ça pollue la terre. Et après, les légumes, ils sont pas bons. Allez, vas-y, Evelyne, tu peux aller arroser. Dans ce village, tous les élèves doivent participer au potager de l'école. Le but, c'est de leur faire prendre conscience dès le plus jeune âge de l'impact des pesticides sur notre environnement. C'est des choses qui sont tellement faites depuis un moment qu'au final, c'est plutôt habituel pour eux. Et l'idée, c'est ça, c'est de leur construire ces automatismes-là pour leur avenir après. Murviel-les-Montpellier est l'un des premiers villages en France à avoir fait le choix du zéro pesticide. Et bien avant qu'une loi n'interdise leur usage dans les espaces verts en 2017. Là, les figuiers, il y en a 3 qui repoussent. Ouais. Ça, c'est le problème. Rien n'échappe à l'œil d'Isabelle Touzard, la mère du village. Pour enlever 100 produits à la main, bon, il y a toujours les... Comme ici les pesticides ont été bannis, c'est maintenant à la force du poignet qu'il faut désherber. À la main, au sécateur. Oui, il ne faut pas trop tarder. Parce que... Et ce qui vaut pour la voirie, vaut pour toute la commune sans exception, y compris le cimetière. Les herbes sont hautes. En ce lieu où les morts reposent, il y a de la vie. Il y a beaucoup de gens qui devraient déjà entretenir leur tombe eux-mêmes, mais il y a des taux, regarde comme celle-là. Là. Chantal est une enfant du village. Je sais pas ce que c'est comme... Son mari et son père sont enterrés ici. Mais une plante un peu coriace empiète sur les tombes. Au départ,
sans doute qui a été amené là pour décorer une tombe, et puis c'est en train d'envahir. Mais c'est costaud, hein. Je sais pas, c'est bien enraciné. Hein. Non, mais là, il va falloir venir à la pioche. Hein. Dessous, c'est sec. Et puis, je sais pas, on va laisser ça parfaitement propre. Là où on va laisser des herbes en les entretenant. Les espaces entre les tombes où on est obligé de passer à la binette ou à la main. Alors en même temps, on ne peut pas tout éliminer. Donc on ne peut pas enlever toutes les mauvaises herbes. Renoncer aux pesticides, c'est renoncer à la facilité. C'est aussi plus de travail pour les employés de la mairie. Avant on mettait le produit, on était peut-être tranquille 2 mois, sans revenir, ou peut-être même un peu plus. Et maintenant, c'est vrai qu'on est obligé de repasser toutes les semaines. On essaye de limiter justement ce temps de travail. Dans un souci de pénibilité du travail aussi, parce que c'est pas facile. Et puis parce que, certes, on n'utilise plus de produits phyto, mais maintenant on utilise du carburant. Bon, c'est pas non plus idéal. L'équipe municipale doit trouver la bonne solution et se réorganiser. Les pesticides ont envahi notre quotidien depuis tant d'années qu'il n'est pas forcément évident de revenir en arrière. Mais le jeu en vaut la chandelle, car il s'agit de réintroduire de la biodiversité dans le village. Vous voyez les abeilles qui rentrent et qui sortent là-haut? Voilà. En fait, c'est une ruche qui est aménagée. Voilà, elles sont en pleine action. Cette ruche, c'est un marqueur de la bonne santé environnementale du secteur. Sans pesticides aux alentours, les essaims se portent à merveille. Content de voir que les abeilles se portent bien, elles sont nombreuses, elles s'activent, elles font beaucoup de miel. C'est un symbole, on dit que les abeilles sont les sentinelles de la nature et que quand elles se portent pas bien ou qu'elles disparaissent, c'est que ça ne va plus du tout, quoi. La biodiversité est de retour à Murviel-les-Montpellier. Avec un peu d'astuce et d'organisation, ce village prouve qu'il est aujourd'hui possible de se sevrer des pesticides. C'est le début d'un mouvement de fond. En France, plus de 400 communes ont adopté ce modèle.